conversation du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour Question Éco, émission consacrée aux enjeux économiques et sociaux, diffusée chaque mois dans le cadre des conversations du week-end. Alors, vous n'étiez pas né, mais souvenez-vous tout de même. Nous sommes le 22 mars 1895 à Paris, dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. C'est la première représentation privée du cinématographe Lumière. Sur la toile, sortie d'usine. C'est le titre du premier film tourné par Louis Lumière quelques jours plus tôt à Lyon, rue Saint-Victor, laquelle deviendra ensuite la rue du premier film. Alors vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de cinématographe, de cinéma, de ciné, de cinoche, de salles obscures. Allez, chers auditeurs, on va se faire une toile, comme on dit, avec mon invité Hubert de Torcy, président de Sage Distribution. Bonjour Hubert de Torcy. Bonjour Guillaume. Alors bien sûr, vous êtes à l'écoute de Question Éco et nous allons bien parler de l'économie du cinéma, comment cette industrie fonctionne-t-elle, comment financer un film, comment le distribuer, etc. Et nous allons répondre à ces questions avec vous, Hubert de Torcy. Et je précise que nous aurons au téléphone en deuxième partie d'émission Isabelle Terrel, la directrice générale de Cofi Ciné, la structure de financement du cinéma de la banque Natixis, qui nous parlera du difficile pari du financement des films. Alors je vais vous présenter rapidement Hubert de Torcy. Vous avez 54 ans, vous êtes père de 4 enfants, vous avez une formation HEC. En 2005, alors que vous travaillez depuis 10 ans dans l'industrie automobile, vous basculez soudainement dans le monde de l'image et de l'édition en entrant chez Audio Vidéo Média. Et en 2010, vous fondez le mensuel L'Invisible avec Jean-Baptiste Fourtanet. Puis en 2012, c'est le début de l'aventure de Sage Distribution, une société de distribution de films, pour la plupart, on va dire, d'inspiration chrétienne. Vous me direz si c'est comme ça que vous le définissez. Alors, une première question, Hubert de Torcy. Comment passe-t-on d'une carrière apparemment toute tracée de cadres financiers, HEC, etc., à la passion du cinéma dans une PME? Qu'est-ce qui vous a pris? Un songe soudain? Une conseillère d'orientation? Quelque chose? Non, j'ai pas été voir une conseillère d'orientation, mais d'abord c'était un désir d'enfance. À l'âge de 8 ans, je cassais ma tirelire pour m'acheter ma première caméra 514 XLS, voilà. Et je tournais mes premiers petits films. Donc j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Ce rêve de cinéma a grandi tout au long de l'adolescence. Il s'est orienté vers le désir d'utiliser ce média magnifique pour annoncer l'évangile. Quand j'ai fait ma rencontre personnelle avec Dieu à l'âge de 23 ans à Paray-le-Monial, c'était il y a déjà à Pâques 1993. Et voilà. En revanche, en sortant d'études, je n'avais pas... il n'y avait aucun saltimbanque dans ma famille, donc oui. J'ai pas trouvé la porte d'entrée. C'est un monde très fermé, le monde du cinéma, vraiment très fermé. Vous n'aviez pas de relation dans le monde des saltimbanques, plus Exactement. dans le monde des financiers peut-être. Exactement. Et du coup, je suis rentré chez PSA. Peugeot Citroën. Exactement. Et c'est en remettant ce désir au Seigneur d'ailleurs. Comme on est sur la radio KTO, je me permets toutes ces petites confidences. Vous pouvez en parler, hein. Mais donc voilà, en mettant ce désir au Seigneur et en disant, voilà, Seigneur, s'il vient de toi ce désir, tu sauras me le faire, le réactiver providentiellement quand il faudra. Je suis resté 10 ans dans l'automobile et au bout de 10 ans, la communauté de l'Emmanuel dont je fais partie m'a appelé pour savoir si je voulais bien reprendre les médias de la communauté. Donc c'était pas le cinéma à l'époque, c'était une maison d'édition, les éditions de l'Emmanuel, et puis une revue qui s'appelait Il est vivant. Ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, parce que cette évangélisation par les médias m'a toujours attiré, fasciné. Et puis chemin faisant, j'ai lancé, comme vous l'avez dit, L'Invisible, puis surtout Sage, qui produisait au début des petits films documentaires diffusés sur cette honorable chaîne qui est KTO, une mini-série qui s'appelle Le Catalogue. Et puis à partir de 2014, on s'est mis à distribuer des films de cinéma en salle. On a appris ce métier-là. Et ça fait maintenant 11 ans qu'on fait ça. Et maintenant, on a même démarré une activité de production. Oui, parce que vous avez produit un film, c'est De mauvaise foi, je crois. C'est premier film que vous avez Exactement, produit. Premier long métrage de cinéma qu'on produit et qu'on a sorti donc, en mai dernier au cinéma en France. Ouais. C'était en 2015, donc c'est... 2025. En 2015, oui, que je raconte. En 2025. Cette année, quoi. La gaffe est énorme. Non, mais... Alors, donc vous nous avez raconté un peu cette histoire de ça. Il a fallu monter une PME, donc recruter des gens. C'est ça. Apprendre un métier, donc recruter quoi, des personnes de recruter l'art. des capitaux d'abord. Parce que, et des capitaux, alors oui, racontez-nous ça. Parce que de fait,
Beaucoup de sociétés de distribution mettent la clé sous la porte pour des raisons de trésorerie. Essentiellement, il suffit de boire 1 ou 2 bouillons parce qu'on mise quand même pas mal d'argent quand on achète un film et qu'on choisit de le distribuer. On l'achète, donc on paye ce qu'on appelle un minimum garanti, c'est-à-dire une avance sur les royautés qu'on va devoir à l'ayant droit du film, généralement le producteur ou le vendeur international. Et ensuite, on avance aussi, bien sûr, les frais de sortie du film, les frais de communication, les frais techniques, les frais de localisation, c'est-à-dire le fait de doubler, sous-titrer le film dans la langue locale. Donc tous ces frais peuvent s'élever en fonction du potentiel du film. Il y a la bande-annonce aussi, peut-être, c'est exactement, vous la création des affiches, la localisation des affiches, des bandes-annonces, les achats d'espaces publicitaires, enfin bref, toutes sortes de dépenses qui font que pour le premier film qu'on a distribué, Christeros en 2014, on a dépensé à peu près 150 000 €, ce qui n'est pas non plus un budget colossal dans le monde de la distribution. Mais pour une PME qui se lance, ça fait quand même de l'argent. Mais pour une PME qui avait un capital de 150 000 €, c'était un peu risqué. J'ai risqué 100% de mon capital. Tapis, comme on dit au casino. Voilà, donc ça tombe bien, ça s'est bien passé et on a été break-even. Mais du coup, on s'est dit, non, il faut qu'on se dote plus fortement en capital. On a levé 1 million d'euros de capital pour créer le SAGE numéro 2, en quelque sorte. Avec lequel, depuis 11 ans maintenant, on mène cette activité. Avec un chiffre d'affaires annuel de combien qui oscille terriblement entre, on va dire, 1,8 million et 4 millions d'euros en fonction du nombre d'entrées en salle qu'on fait sur une année. Ça a un impact considérable sur le chiffre d'affaires. Oui, direct là. Oui. Donc le modèle économique, c'est de faire des entrées parce qu'il y a tous ces investissements et derrière, il faut faire le minimum d'entrées qui couvre le minimum garanti que vous avez garanti donc à la société de production, c'est ça ? Et surtout, il faut commencer à gagner surtout rembourser après. toutes les dépenses de sortie qu'on a faites. En plus. Oui. Et donc effectivement, la clé du succès, c'est de réussir sa sortie salle. Parce que généralement, quand vous réussissez votre sortie salle, vous réussissez assez bien vos ventes télé. Il y a plusieurs fenêtres d'exploitation d'un film. Vous l'exploitez d'abord au cinéma, mais ensuite en DVD, VOD. Ensuite, vous le sortez en télévision, dans les plateformes SVOD, etc. Tout ça est très chronologiquement normé, en France en particulier. C'est le seul pays où c'est à ce point normé. On appelle cela la chronologie des médias. Et qui fait que quand vous sortez un film en salle, vous ne pouvez pas le sortir en DVD VOD avant 4 mois, vous ne pouvez pas le sortir en Pay TV, c'est-à-dire Canal+, avant 6 mois, pas en Free TV avant, 12 mois, pas en SVOD, plateforme SVOD avant 17 mois, pas en Advertising VOD ou Free VOD avant 36 mois. Enfin voilà, tout ça c'est très normé, mais ce sont autant de fenêtres d'exploitation qui permettent d'avoir des ressources pour faire vivre la structure ou au moins rembourser effectivement les investissements initiaux. Alors vous avez dû recruter des gens de l'art quand même. Alors là, vous avez choisi où le monde a appris le métier sur le tas. De fait, pour ma première sortie, j'ai pris ce qu'on appelle un programmateur freelance parce que le métier de distributeur de films, c'est un métier qui fait appel à 2 compétences. Des compétences marketing, communication, parce qu'il faut convaincre le public auquel s'adresse le film de venir le voir en salle au moment où il sort, pas 3 semaines après qu'il soit plus à l'affiche. Ça se joue assez rapidement. Exactement. Il y a 15 films qui sortent en salle chaque semaine, 15 nouveautés, plus tous les films qui ont bien fonctionné les semaines précédentes. Qui restent à l'affiche. Et donc la salle de cinéma, elle a plus que l'embarras du choix, elle a trop de choix. Et elle n'a pas forcément un multi-écran. Parfois, elle n'a que 2-3 écrans. Parfois, c'est un multiplex avec 15 ou 20 écrans. Mais il y a cette sélection à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a convaincre le public, c'est le premier métier. C'est là où travaille le marketing et la communication. Et puis, convaincre les salles que votre film, il va rencontrer son public. Et ça, c'est le métier de la programmation. C'est plus un métier de commercial. Et donc, pour notre première sortie, effectivement, on a recruté un programmateur freelance qui connaissait les salles, qui savait comment s'adresser à elles, etc. Et puis, on avait recruté effectivement aussi un attaché de presse et affichiste qui nous a permis de faire l'affiche et puis de faire les relations presse de ce premier film. Mais depuis, toutes ces fonctions-là, elles sont intégrées. On est une équipe maintenant de 15 personnes chez Sage qui font les différents métiers, y compris la production. Et y compris même parce qu'on s'est développé avec des plateformes B2B. On a une plateforme en ligne de vente DVD, Sage... laboutiquesage.fr et puis une plateforme de streaming, une sorte de Netflix chrétien et familial qui s'appelle sageplus.fr.
D'accord. Alors, le succès, ça se joue dans les premiers jours. Vous êtes assez vite fixé, en fait. La semaine de sortie, ça doit être une angoisse terrible. Alors, il y a même des professionnels qui, en fonction des chiffres du 14 heures, arrivent à vous calculer, soi-disant, combien d'entrées va faire le film au final. Non, ça n'a jamais marché pour mes films. Oui. Moi, mon public, en tout cas, celui, je dirais, naturel, d'abord, il n'est pas très cinéphile. Donc c'est très compliqué de le faire venir en salle, il faut le prévenir très très en amont, il se mobilise que si jamais il y a vraiment un intérêt spirituel. Oui. Et ensuite il ne se déplace pas au même moment que les autres. Par exemple le mercredi est un jour fort parce que c'est le jour où sortent les nouveautés. Chez moi c'est jamais un jour fort. En revanche on fait des très bons week-ends et on fait généralement des très bons lundis et des très bons mardis, allez savoir pourquoi. Toujours est-il que effectivement assez vite on sait quel est le destin d'un film. En général on dit, alors hormis des choses comme l'animation, mais que grosso modo, quand on calcule le nombre d'entrées qu'on fait sur la première semaine, et on sait qu'en multipliant par 3, grosso modo, s'il n'y a pas, si c'est pas un film qui va connaître un destin très particulier et spectaculaire, où il va augmenter le nombre d'entrées, normalement, vous faites 3 fois votre première semaine, et vous allez diminuer de 50% toutes les semaines qui vont suivre le nombre d'entrées. C'est à peu près ça, la mécanique habituelle, mais il y a toujours des exceptions. Et donc, vous sortez, si je puis dire, 2 ou 3 films par an environ. Alors, on sort 4 long à 5 métrage. films. 4 à 5 films en salle par an, sage. La moyenne, là, je regardais d'ailleurs récemment, parce que tout est très documenté. On a la chance d'avoir un CNC, donc Donc le un Centre national organisme, du cinéma. exactement, et de l'image animée qui fait beaucoup d'études dans tous les sens, qui récupère tous les chiffres, tout est très centralisé. Mais du coup, on a beaucoup de statistiques très intéressantes. Et je lisais là que, en gros, sur les 10 dernières années, vous avez à peu près 34% de mémoire des films qui atteignent leur point mort, c'est-à-dire qui couvrent les dépenses dépensées Donc, par le 2 distributeur. sur 3 n'atteignent pas 34%. leur point Ouais, mort. exactement. Ah oui. Chez Sage, on fait 77% de films qui atteignent leur point mort. Donc c'est pas qu'on est meilleur que les autres, mais comme on est plus un cinéma de niche, on arrive à dépenser peut-être moins et plus efficacement pour rejoindre un public qui Plus ciblé. voilà, plus ciblé. Ouais. Et du coup, je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on atteint plus facilement peut-être que les autres notre point mort. On parlera en troisième partie d'émission de votre niche, comme vous dites, votre segment de marché du film Voilà. avec d'un public principalement chrétien, mais vous nous direz si ça va au-delà. Alors, je sais pas, un tiers des films seulement qui atteignent leur point mort. Pourtant, le cinéma en France se maintient, on va dire. Il y a 181 millions d'entrées en 2024. Il y en avait eu 180 millions en 2023, une petite progression. Et il y a 50 millions de Français vont au cinéma. En gros, il y a 64% de la population qui va au cinéma, à peu près 4-5 fois par an. C'est le premier marché européen en volume. C'est vrai. Donc vous êtes quand même sur un marché qui est assez porteur, même s'il n'est pas en explosion, il se maintient. De fait, 2025, c'est un peu inquiétant pour la profession parce que on est plutôt sur des prévisions baissières à hauteur de 16-17%. Ah oui. Donc ça, c'est pas une très bonne année pour le coup 2025. Il y a toujours un peu cette question, est-ce que c'est structurel, est-ce que c'est conjoncturel, est-ce que les plateformes ont définitivement remplacé le cinéma, hein. C'est vrai que c'est plus simple de regarder et on est prisonnier de sa série qu'on n'a pas fini de regarder et du coup on sort peut-être moins en salle. Donc là il y a une vraie question. Malgré tout, je reviens juste sur le fait qu'effectivement un tiers seulement en gros des films dépassent le point mort. Pour autant, il y a encore beaucoup de distributeurs. Certains font faillite, ça arrive encore régulièrement. Il y en a eu 2 récemment. Mais qu'est-ce qui fait que quand même on survit même quand on ne fait pas son point mort en salle? Pour beaucoup de distributeurs, la sortie en salle, elle est un investissement publicitaire en quelque sorte. La sortie en salle, elle s'accompagne toujours de relations presse, de grosses publicités. Alors certes, c'est pour un événement qui va être de courte durée, la durée d'existence du film dans la salle de cinéma, mais on va capitaliser sur la notoriété du film pour vendre en DVD derrière, pour le vendre en VOD, peut-être faire des ventes télé. Et c'est sur ces autres fenêtres de tir que le distributeur va essayer de se récupérer. En fait, les distributeurs français, je dirais que on l'abordera sans doute peut-être avec Isabelle, mais il va, on va dire, se nourrir à 2 mamelles principales qui font qu'il survit en dépit de cette rudesse du marché. Oui. La première mamelle, c'est les télés, je l'ai dit, c'est-à-dire que en fait le financeur principal du cinéma français, tant pour la production française que
pour les films qui ne sont pas produits en France mais distribués en France, C'est la télévision. c'est quand même la télévision. C'est elle qui apporte, je dirais, les plus grosses marges et les plus grosses recettes pour le Ça fait distributeur. partie de leur cahier des charges, mais on en parlera avec Isabelle Exactement. Alors, exactement. Et puis, la deuxième ressource, ce sont les aides publiques. Et beaucoup de distributeurs, notamment pour le cinéma indépendant, pour le cinéma art et essai, etc., vivent beaucoup de subventions qui fait qu'ils survivent. Alors, c'est pas notre cas, en l'occurrence. Nous, on touche quasiment jamais de subventions. C'est pas Nicolas qui paie, comme on dit. Voilà, c'est ça. Nous, malheureusement, c'est pour ça qu'on est obligé de réussir nos sorties salles. C'est parce qu'on n'a pas cette manne-là. Voilà. D'accord. Alors, dans la chaîne, alors, il y a la distribution. En amont, il y a la production. Donc, la production, c'est ceux qui fabriquent les films. Qui fabriquent les films. Donc, c'est eux qui gèrent les artistes, quoi, hein, les acteurs, les techniciens, etc., qui trouvent les financements. Ça, on va en parler. Exactement. Il y a l'exploitation, ce sont les salles. C'est ça. On a 2056 cinémas en France, d'après mes informations. C'est le réseau le plus dense de cinéma par rapport au nombre de mètres carrés ou à la population dans le monde. En fait, le cinéma a été extrêmement protégé par les pouvoirs publics au nom de l'exception culturelle. Mais le résultat de ça, et on reviendra peut-être là-dessus, mais c'est pas sur nos impôts que cela est financé, c'est sur une taxe prise sur les billets, sur la télé, etc., qui est assez intelligente, on pourra en reparler, mais en gros, on profite du succès des films américains pour financer le cinéma français. C'est pas tout à fait Nicolas qui paie, parce que c'est de l'argent public qui est prélevé par le taxe spéciale. C'est Nicolas ou Brandon qui paye. Ouais. Et donc grâce à ça, on maintient notre cinéma, on a 2000 cinémas, c'est plus de 6000 écrans. On est quand même sur un chiffre d'affaires du secteur. Les recettes, c'est 1,4 milliard. Oui. Et surtout, on est avec un ratio de films français qui font le box-office français qui est le plus élevé d'Europe. En fait, dans quasiment tous les pays d'Europe, vous avez 80% du box-office qui est assuré par les films américains, dans quasiment tous les pays d'Europe. Le box-office, c'est ce qu'est à l'affiche, en fait. C'est le chiffre d'affaires généré par la vente de billets de cinéma. Parce qu'il y a cette exception culturelle française. Et parce qu'il y a cette exception culturelle française, c'est pas 80% de films américains, c'est 45%. Oui, 45%. Et 45% de films français qui font le box-office français. Donc 1,4 milliard d'euros de recettes. Et les investissements, c'est 1,3 milliard d'euros. Alors voilà. Alors il y a de l'exportation. J'ai noté qu'il y a 127 millions d'euros de recettes à l'étranger pour 43 millions d'entrées, dont nos films ont aussi du succès, ou du moins un certain nombre d'entre eux, en dehors de nos frontières. Donc ça, c'est bien. Alors, on va marquer la première pause musicale, Hubert de Torcy. Et c'est vous qui avez choisi le titre que nous allons entendre, et c'est un inédit, dites-nous tout. Oui, c'est un inédit, c'est forcément, j'ai choisi une bande originale de film, et d'un film qu'on va sortir le 18 mars prochain, qui est un dessin animé incroyable qui s'appelle David, qui raconte l'histoire du roi David. C'est un dessin animé d'une qualité incroyable, avec, comme dans beaucoup de dessins animés, une partie comédie musicale. En plus, David était le créateur des psaumes, donc c'est normal qu'il y ait une forte présence de la musique. Et donc, on va écouter le titre Shalom, qui en français est interprété par le chanteur Timéo. Timéo, voilà, il a 18 ans, c'est un jeune chanteur qui s'est illustré dans beaucoup de compétitions type The Voice Kids. Et voilà, on va écouter du coup Shalom, qui est une très belle chanson. Et en avant-première pour KTO Radio. Quand je suis perdu et que j'ai peur, quand les ombres ont caché le soleil, quand mon cœur est trop triste, que je ne peux pas prier, je me rappelle encore ce que ma mère disait. Shalom, Shalom, que la paix soit toujours avec toi. Shalom, Shalom, que cette mélodie apaise ton cœur d'homme. Lorsque tu tombes dans le
désespoir. Quand la vie te fait voir tout en noir, il y aura un berger, ici ou là-bas, pour te relever et pour veiller sur toi. Shalom, shalom, que la paix soit toujours avec toi. Shalom, shalom, que cette mélodie apaise ton cœur d'or, que cette mélodie t'apporte shalom. Vous êtes à l'écoute de KTO Radio, l'émission Question Écho dans le cadre des conversations du week-end. Aujourd'hui, nous parlons du cinéma français, de l'industrie du cinéma, avec Hubert de Torcy, le président de Sage Distribution. Et nous accueillons tout de suite au téléphone Isabelle Terrel, directrice générale de Cofi Ciné, la structure de financement de la banque Natixis, qui va nous expliquer ce modèle économique du cinéma français qu'on a évoqué rapidement en début de première partie. Bonjour Isabelle Terrel. Bonjour. Alors une première question très simple, là on va se placer du côté du producteur, mais comment financer un film et quels sont les enjeux ? On va parler là parce que dans la première partie, on a parlé beaucoup de la distribution. Là, on va parler de comment fabriquer un film et le produire. Oui. Alors, la façon la plus simple de comprendre, c'est de se rapprocher du financement du promoteur immobilier. Le producteur, finalement, de films, c'est un peu comme le promoteur immobilier qui va se lancer dans un projet qui a un coût différent selon le lieu, le coût du terrain, l'architecte, la nature du projet, qui doit faire appel à des corps de métier pour la fabrication et un projet qui dure longtemps. Et ce promoteur, ça peut être soit un grand groupe, soit un promoteur indépendant qui n'a pas beaucoup d'argent. Et surtout, s'il est indépendant, il a des ressources propres limitées. Donc, il va limiter son risque en s'assurant des financements qui viennent d'investisseurs sur le projet ou sur la vente d'appartements à l'avance. Eh bien, le producteur, c'est presque la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il va déterminer avec son directeur de production le coût de son film. Alors, il faut savoir que le coût moyen en France d'un film, c'est 4,9 millions. Oui, quand mais même. ça représente, c'est beaucoup d'argent, mais ça représente aussi des diversités énormes parce que vous avez à peu près 20% de la production qui coûte moins de 1 million d'euros. Vous avez à peu près vous en avez 40% qui coûtent entre 1 et 4, 20% qui coûtent entre 4 et 7 et 20% qui coûtent plus de 7 millions et ça peut aller jusqu'à, quand on parle des Monte Cristo, des choses comme ça, à 45 millions d'euros. Voilà, ça, ce sont les super-productions, c'est ça qu'on appelle super-production. Voilà, exactement. Donc c'est très varié, voilà. Et donc évidemment, ça dépend du type de produit. Mais tout ça, c'est que ça peut être produit par des producteurs indépendants en France ou par des groupes. Et donc pour pouvoir faire tout ça, il va falloir qu'il travaille avec son directeur de production pour bien déterminer le coût à partir du scénario et de la discussion avec le réalisateur, parce que selon ce que vous avez en tête, ça ne va pas coûter la même chose selon comment vous filmez, si vous faites de grands écrans, Oui. beaucoup de cascades, etc. Et puis, le casting et l'équipe avec laquelle il va travailler, costumes, décors, etc. Et pour pouvoir mener à bien son projet, il va devoir aller chercher les financements pour couvrir ce coût. Parce que lui-même, surtout si c'est un producteur indépendant, a des ressources très limitées qui sont sans commune mesure avec le coût qu'on a dit moyen de 4,9. Voilà ce que c'est que le plan de chercher un financement. Et donc en France, on a beaucoup de chance, Hubert l'a dit. C'est l'exception culturelle française. Exactement, voilà. Et on a un écosystème qui a pour but de faciliter l'accès au financement des productions indépendantes. En gros, ça passe par 2 gros pôles, des possibilités de subventions et d'aide qui sont gérées en grande partie par le CNC, voilà, qui est le centre du cinéma, on l'a vu. Mais ce qui est très important, parce que surtout dans les débats actuels, c'est de savoir que ce n'est pas la spécificité de ces subventions, c'est qu'elles sont financées pas par les deniers publics, c'est-à-dire de tout le monde, mais par les deniers des gens qui utilisent cela. C'est-à-dire qu'en fait, c'est alimenté, et ça, c'est ça qui est très original.
C'est-à-dire que c'est alimenté par ce qu'on appelle la taxe spéciale additionnelle sur les billets de cinéma. C'est-à-dire quand vous allez au cinéma, il y en a une grosse partie qui est prélevée par le CNC, qui va servir à alimenter tout le système d'aide du cinéma, mais que ça soit la distribution, la production et même l'exploitation. Donc ça, c'est une spécificité française très originale et qui permet de donner des aides, des avances sur recettes pour aider la création. Donc ça, c'est un peu une subvention pour aider un film. Ça, c'est sélectif. Mais après, en fonction du succès du film, eh bien, ça génère automatiquement un droit à subvention, si vous voulez. Si vous avez généré des recettes, eh bien, ça va générer du fonds de soutien et le producteur et les investisseurs du film vont avoir le droit un pourcentage du fonds de soutien généré par l'exploitation et le succès en salle. On récompense le succès, en quelque sorte. Voilà, et n'aura le droit de le réinvestir que pour un nouveau film, pas pour repartir en vacances. Voilà. Oui. Pas pour aller aux Seychelles, hein, surtout pas. Voilà, pas pour aller aux Seychelles. Voilà, donc c'est pour ça c'est important de dire que c'est un financement spécifique qui vient, parce qu'il est aussi agrémenté par la taxe sur les services de télévision. Donc les services de télévision qui eux-mêmes diffusent des films. Donc voilà, donc ont besoin de ces films-là. Et une taxe sur la vidéo et les taxes en ligne. Oui. Et puis l'autre pôle aussi, c'est une fiscalité spécifique pour soutenir le cinéma. Alors là, effectivement, là, ça touche les deniers publics. Donc, il y a eu quelques années, enfin, il y a un certain temps maintenant, l'avantage fiscal des sociétés de financement des SOFICA, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice pour des gens qui investissent donc en ça, risque. Donc, c'est les sociétés de financement de l'industrie cinématographique. Ça veut dire ça, SOFICA, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, moyennant quoi, ces SOFICA, elles investissent dans des films, elles ont des droits à recettes, et les investisseurs qui ont investi dans les SOFICA, eux, auront à la clôture de la société des recettes, mais comme souvent c'est un peu aléatoire, pour les aider à investir là-dedans, il y a une diminution des impôts à la souscription. Voilà. Donc ça, c'est pas de l'argent direct qu'on verse, c'est un crédit d'impôt, voilà. Ouais. Et donc, ça, grosso modo, ça représente 60 millions par an. C'est pas non plus énorme. Après, c'est rajouté le crédit d'impôt cinéma, où là, effectivement, c'est l'État qui va... le producteur va pouvoir toucher de l'argent en fonction des 30% des dépenses qu'il a générées, des dépenses qu'on estime éligibles. Alors, effectivement, c'est des montants importants. Ça représentait en 2024 à peu près 148 millions d'euros. Voilà. Mais il faut savoir que, effectivement, ça, c'est une dépense publique, mais c'est voir que c'est en contrepartie de dépenses qui sont faites dans les territoires. Donc, pour payer ces dépenses vont générer de la TVA, vont générer des charges sociales parce que des gens embauchés, etc. Oui. Et si cette mesure a été mise en place, ça a été pour relocaliser, parce qu'il y a quelques années, on s'était rendu compte que les films, la production des films, partait à l'étranger, donc du coup c'était autant de manque à gagner pour la France. Ça a été efficace, c'est revenu. Ah oui, parce qu'actuellement, en 2024, il y avait 79% des dépenses des films d'origine française qui étaient faites en France. Un film, par exemple, comme Monte Cristo, c'est entièrement tourné en France. S'il n'y avait pas eu le crédit d'impôt, c'était pas possible. Oui. Un film qui est plus ancien, mais qui s'appelle Au revoir là-haut, je me souviens, c'était au moment où le taux a changé, ils étaient en train d'étudier d'aller en Hongrie. Finalement, ils l'ont fait en France. Voilà. Donc, toute cette partie-là, c'est vraiment très important. Voilà. Ensuite, vous avez des fonds régionaux aussi. Oui, parce qu'on met en valeur les régions, alors. Exactement. Et en fait, l'autre pôle important pour aider au financement du cinéma, c'est des obligations que le législateur a créées, des obligations données aux diffuseurs qui, en contrepartie d'investissement avant le début du film, du tournage, vont investir dans le film et moyennant quoi ils auront le droit de le diffuser à une certaine date. Donc ça, c'est ce dont parlait Hubert avec cette fameuse chronologie des médias. Voilà. Et donc, vous avez donc les chaînes généralistes de la TNT qui doivent investir entre 3,2 et 3,5 de leur chiffre d'affaires pour investir dans des œuvres françaises. Ensuite, vous avez aussi Canal qui est interne quand ils se sont créés. Ils ont eu droit, eux, de diffuser beaucoup plus tôt. On va voir que maintenant, c'est encore... Mais en mettant des sous. Voilà, en mettant des sommes importantes. Il faut savoir que c'est comme ça que Canal est le plus gros diffuseur
le plus gros investisseur dans le cinéma français. Voilà. Et puis récemment, ça c'est ce qu'on appelle le décret SMAD, ça s'est ouvert aux plateformes, et donc l'État a demandé à ce que Netflix, Disney, etc., investissent aussi un pourcentage de leur chiffre d'affaires pour la production d'œuvres. Voilà. Pour la production Moyennant d'œuvres. quoi, voilà, moyennant Donc, quoi. donc Tout ça fait qu'en fait, vous avez tout un tissu de diffuseurs qui ont des obligations d'investir et de consacrer une partie de leur chiffre d'affaires pour financer des films. Donc ça assure, si vous voulez, un certain volume d'investissement dans le cinéma qui peut-être, s'il n'y avait pas ces obligations, il irait moins. ben oui, parce que j'ai noté, je ne sais pas si ce chiffre est exact, c'est une fourchette entre 30 et 45% du cinéma qui est financé par les chaînes. C'est ça. Ça Et les représente à peu près plateformes. 35% en moyenne de financement 35%. vient par les chaînes de télévision et effectivement 25% en moyenne Pour les aides publiques. d'aides publiques à travers ce qu'a expliqué Isabelle, les aides du CNC, les aides régionales, les crédits d'impôt, les aides sélectives. L'ensemble de ces aides publiques, dites publiques, ça représente 25%. C'est très important dans le moment, c'est public, mais généré par une taxation sur les utilisateurs. Ça, Ceux qui sont intéressés par le cinéma payent le cinéma, c'est ça. Ce qui fait Et qu'en puis France, après, vous avez quasiment 55% de votre film qui est en quelque sorte financé. Il faut trouver les chaînes de télévision, bien sûr, et puis obtenir ces aides. Mais ça, je dirais, vous avez déjà plus de la moitié de votre budget de film qui peut être financé par des investisseurs qui n'attendent pas de retour sur investissement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que là où je pense que sur le cinéma américain, je ne connais pas les chiffres, mais c'est un cinéma qui est bien sûr moins subventionné, il y a une part d'investissement privé et donc de risque beaucoup plus importante qu'en France. Oui, en France, le privé, c'est quoi ? C'est une dizaine de pourcents ou... Moi, je dirais, si jamais on ajoute les Sofica et qu'on considère les Sofica comme de l'investissement privé, c'est, on va dire, entre 5... c'est 5% à peine du budget d'un film moyen quand on regarde les statistiques du CNC. Très bien. Alors, je reviens vers Isabelle Terrel et la question sur le plan de financement, le risque financier. Comment on gère le risque financier ? Puis après, vous nous direz comment Coficiner, votre structure, intervient. Oui, mais on a oublié un élément. Donc, le risque financier, c'est surtout le montage financier. Parce que le montage financier, on a bien dit, il y a des subventions, il y a des chaînes de télévision qui attendent quand même des contreparties. Parce qu'il y en a certaines qui sont coproductrices. Et puis, en fait, elles vont choisir en fonction de films qu'elles ont envie de mettre à l'antenne. D'accord ? Donc, il y a une vraie contrepartie quand même. Mais surtout, après, il va falloir aller chercher les fameux minimums garantis aussi, ou des apports de coproduction. Parce que le but, c'est que le producteur qui n'a pas les ressources, parce que déjà, il va travailler, il doit faire fonctionner sa structure, mais il faut être sûr que quand il va investir, il va avoir des recettes. Donc, il faut d'abord qu'il va aller chercher auprès des métiers qui connaissent le secteur. Parce que chercher un plan de financement, c'est pas uniquement réduire son risque, c'est aussi aller chercher et impliquer et inclure dans le projet des intervenants qui vont avoir intérêt à exploiter le film. Alors, les chaînes de diffusion, elles vont le mettre sur l'antenne, le mettre en avant, etc. Ce qui va donner des valeurs ultérieures à l'exploitation ultérieure du film sur d'autres chaînes. Parce que si un film a fait un carton sur une chaîne de télévision, il se revendra mieux la fois d'après. Là. Et par ailleurs, des distributeurs en salle, comme ça justement, mais d'autres distributeurs, qui vont dire « moi, ça m'intéresse, ce film, j'y crois », et en gros, vont dire aux producteurs « je donne un minimum garanti », ça veut dire que toutes les premières recettes viendront jusqu'à récupérer, mais s'il y a un échec en salle, c'est le distributeur qui le prend et pas le producteur. D'accord ? Donc du coup, ça va permettre de monter également le plan de financement, mais peut-être ça ne couvrira toujours pas le coût. Donc là, la partie, le producteur sera encore en risque. Et par ailleurs, il y a le distributeur salle, mais il y a également le distributeur à l'étranger. Comme vous l'avez dit, il y a des films qui se vendent à l'étranger. Donc vous avez des gens dont le métier, c'est d'aller se promener dans tous les marchés du film du monde entier et d'aller vendre les films français. Et pour les vendre, ils vont dire également, alors ils peuvent le vendre directement, juste simplement, ou alors ils vont donner un minimum garanti, c'est-à-dire je crois aussi au film et moi je pense faire tant sur ce film et du coup, en fait, ils donnent un minimum garanti un peu inférieur parce qu'il faut bien qu'ils se rémunèrent aussi du risque pris. D'accord. Vous comprenez ? Oui, alors et Coficiner, alors comment vous intervenez dans cette chaîne ?
Alors, nous, on n'est absolument pas investisseurs dans le film. Voilà. Nous, on est qu'Officiner n'intervient pas en tant qu'investisseur qui apporterait de l'argent en contrepartie de part sur le revenu du film, mais en tant que, je dirais, banquier spécialisé qui va répondre non pas aux besoins de financement, c'est-à-dire que nous, on vient venir nous voir quand le film est financé, mais Oui. quand le film est financé, vous avez un coût et vous devez sortir de l'argent toutes les semaines, même un peu avant, et puis pour payer les acteurs, les techniciens, les décors, etc. Et vos financements, souvent, il y en a une partie qui arrive pendant le tournage, mais le temps que les contrats soient signés, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais l'essentiel, ce sont des gens qui ont acheté des films pour les mettre à la télévision, à l'antenne, ou l'exploiter en salle. Donc, ils attendent que le film soit terminé, parce Bah que oui. s'il est vrai, Ça paye pas tout de suite. Voilà. Donc, nous, on est chargé comme une banque de faire le relais entre les sorties et les rentrées. C'est un crédit de On trésorerie. retrouve le relais. Mais, pardon, C'est un crédit de trésorerie que vous faites. c'est un crédit de trésorerie un peu spécifique. C'est pour ça qu'il y a des établissements comme Ben nous. oui, parce que n'importe parce quelle que- banque peut faire un crédit de trésorerie, je dirais. Voilà. Alors, quand vous allez voir une banque et que vous dites mon capital de la société est de 45 voire 100 000 euros et que je vais vous emprunter 4,5 millions pour financer le film, évidemment, là, vous faites sauter tous les, tous les ratios habituels. Donc, ça ne va pas être prêté et les banques ne vont pas le faire parce qu'il faut connaître la spécificité du secteur. Donc, c'est un crédit dit de production où on va se substituer, c'est-à-dire qu'on va prendre en garantie toutes les recettes du film. On va s'inscrire auprès du registre, donc c'est comme un bureau des hypothèques, donc tout le monde sait que tout l'argent du film est à payer à nous et plus au producteur. Et en contrepartie, au producteur, on va envoyer l'argent qu'il nous a montré, dont il avait besoin pour aller jusqu'au début pour fabriquer son film. Donc on va lui donner semaine par semaine. Le risque qu'il y a, alors le risque c'est de vérifier qu'effectivement il y a suffisamment d'argent à la fin, ou globalement, pour couvrir le coût du film. Sachant que malgré ça, alors souvent, de plus en plus, on va en parler tout à l'heure, c'est les sommes extérieures à payer. Mais du coup, le producteur lui-même, il met en participation souvent ses frais généraux, sa rémunération, etc. Et puis, quelquefois, il n'arrive pas à couvrir le coût du film, donc il va utiliser sa trésorerie. Et puis également, le fonds de soutien qu'il a géré, mais ça, nous, on estime que ça, c'est du financement. Donc, voilà. Donc, le risque pour qu'Officiner et pour le producteur, c'est que le film, à la fin, ne puisse pas être livré parce qu'il y a des dépassements et qu'il n'y a plus assez de financement. Vous avez également un risque à analyser qui est, est-ce que les gens qui ont signé des contrats, on a parlé là de distributeurs qui ont fait faillite, mais il y avait aussi, il y a eu quelques années, il y a eu la 5 qui a fait faillite aussi, donc ces gens avaient signé des contrats, mais au moment de la livraison, ils n'ont pas pu payer. Donc là, ça pose un problème parce que le crédit ne peut pas rembourser et ce n'est pas une société de production toute indépendante qui peut faire face à un problème de cet ordre. Alors, et comment vous garantissez s'il y a un bouillon comme vous, qu'Officiner, vous perdez de l'argent, vous avez des garanties? On a les garanties sur le film, premièrement. Voilà, donc du coup, le but, c'est que le film, il aille jusqu'au bout. Parce que si vous arrêtez un film, parce que ça se passe en catastrophe, en plein tournage, il n'y a plus de film, donc tout s'arrête. D'accord ? Donc là, il n'y a plus de recettes et personne ne peut rembourser. Donc quand il y a eu des soucis ou quand il y a des mauvaises nouvelles, l'idée, c'est quand même de continuer à aller essayer d'avancer jusqu'au bout pour que le film se fasse, se termine, on encaisse les contrats qui sont toujours valables. Et puis, la partie qu'il a fallu mettre pour finir le film va être risquée et va être sur les recettes du film qui reste. Mais souvent, toutes ces recettes sont prises d'abord par les gens qui ont financé le film. Vous comprenez ? Alors, voilà. on va devoir marquer la deuxième pause. Isabelle Terrel, on va devoir marquer la deuxième pause. Et vous voulez rester avec nous pour la troisième partie où on va parler un peu plus du cinéma d'inspiration chrétienne? Vous restez avec nous, on vous retrouve après la pause musicale? D'accord. Très bien. Alors, deuxième pause musicale, en quelques secondes. On est toujours avec David? On est sur le même film avec David, un nouveau titre, toujours interprété par Timéo. Et le titre, c'est? C'est pas moi qui l'ai noté, c'est vous. Ah, c'est moi qui l'ai noté. Eh ben, je ne sais plus. Alors, je crois que c'est l'aventure avec Dieu ou quelque chose. C'est l'aventure Adventure Song. Voilà, la technique nous sauve. Adventure Song.
Il y a une lumière au loin, et si tu écoutes, tu réalises qu'elle nous aime. Faut du courage pour la suivre. Croyez-moi, on y fonce et on changera le système. Donc ne perds pas de temps à te faire du souci pour ce qu'il adviendra de toi. Et quand vient la nuit, surtout n'oublie jamais, crois-moi. Courir après l'aventure, découvrir ce qui t'attend, pouvoir déguster la liberté dans la nature et dans le vent. Et même si parfois de toi on rit, être prudent quel ennui. Alors je cours, cours, cours. Sans le vent souffler là sur ton visage, respire ce parfum nouveau. Ce merveilleux ciel, mes pieds veulent sauter plus haut. Je n'étais pas fait pour rester enfermé. Je suis là où mes pas m'ont mené. Et si on me donnait le choix, j'irais vers la liberté. Oh, je veux courir avec les chevaux dans les torrents et les plaines. Je n'ai pas peur, j'ai le ciel pour moi lorsque l'inconnu m'appelle. Je veux gravir les plus hautes montagnes, découvrir des joies nouvelles. Alors je cours, cours, cours. Allez, vous y êtes? Je compte jusqu'à 3 et tout le monde court. Eh oh, j'ai pas encore dit 3, enfin hein. D'accord, doucement, j'arrive. Je veux courir après l'aventure, courir vers ce qui m'attend. Je veux goûter cette liberté dans la nature et dans le vent. Et même si parfois de moi on rit, être prudent quel ennui. Alors je cours, cours, cours. Vous êtes sur KTO Radio à l'écoute de l'émission Questions Écho. Aujourd'hui, nous parlons de l'industrie du cinéma français avec Hubert de Torcy, le président, le patron de Sage Distribution. Et nous avons par téléphone Isabelle Terrel, directrice générale de Coffee Ciné de la banque Natixis. Alors, on venait de parler avec Isabelle Terrel juste avant d'entendre David. Adventure Song, c'était ça, hein. Exactement. Des producteurs qui bénéficiaient d'un certain nombre d'aides, de subventions financées par les utilisateurs, a précisé Isabelle Terrel. Vous disiez que comme distributeur, vous ne touchiez rien. En revanche, quand vous avez produit par exemple de mauvaise foi, vous avez bénéficié de tout ça. Alors, non, j'ai bénéficié de ce qui est automatique. En l'occurrence, le crédit d'impôt, qui a représenté quand même 22% de notre budget de production. C'est un film qui a coûté 2,5 millions. Il y a 22% qui a été apporté par le crédit d'impôt. Donc ce système, sur les dépenses éligibles, l'État, en quelque sorte, nous rembourse un certain nombre de dépenses, jusqu'à 30%. En revanche, tout ce qui est aide sélective, aide régionale, tout ça, on les a jamais eu. Les aides sélectives ? Les aides sélectives, ça va être l'avance sur recette, ça va être des aides au développement, des aides, différentes aides qui peuvent être données soit par le CNC, soit par la région, soit par l'Europe même parfois. Donc toutes ces demandes qu'on a pu faire, nous, à chaque fois, on les a pas obtenues. On les a pas obtenues. Vous savez pourquoi ou pas ? Alors, c'est difficile de savoir. On n'est pas les seuls à ne pas les obtenir. Hein. Oui. C'est sélectif et il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Après ça, nous, c'est sûr qu'on n'est pas dans la ligne éditoriale du parti, j'allais dire, et que la diversité qu'on apporte n'est pas celle que cherche à financer de manière générale ces régions. Il y a une orientation de diversité, équité, inclusion, c'est exactement. Là-dedans. Je crois qu'Éric Neuhoff a écrit là-dessus récemment. C'est possible. Un livre sur le cinéma français. Oui. Donc on a eu quand même cette part-là de crédit d'impôt qui a représenté 22% de notre budget. On a eu un préachat de Canal+, et de Ciné+, et OCS qui a représenté aussi 22% de notre budget. Et pour le reste, c'est-à-dire presque 60%, c'est en partie nous et en partie des investisseurs privés qui ont investi dans le film et qui ont permis au film de voir le jour.
Alors, le cinéma chrétien ou d'inspiration chrétienne, vous définissez comme cinéma chrétien ou d'inspiration chrétienne? Moi, je préfère l'expression anglaise qui dit faith-based movie, les films basés sur la foi. Parce que cinéma chrétien, ça restreint trop, entre guillemets. On a l'impression que ça ne s'adresse qu'aux chrétiens. Or, une partie des films d'inspiration, enfin inspirés, les films basés sur la foi, finalement peut toucher tout un chacun quand, sur les aspects formels, sur les aspects d'universalité du message, etc. Au contraire, même, ils peuvent toucher vraiment le grand public parce que moi, je crois qu'il y a cette aspiration à mieux savoir qui est Dieu. Ce questionnement existentiel traverse le cœur de chaque homme, qu'on soit croyant ou non. Et donc, effectivement, il peut toucher le plus grand public. Donc, ce ne sont pas seulement des chrétiens pratiquants qui viennent voir ces films. Vous avez fait des études. On peut étudier d'ailleurs sa cible. On pourrait, mais il faudrait acheter ces études. Il y a plusieurs organismes qui font beaucoup de sondages sortis de salle. Qui permettrait sans doute d'avoir ce type d'informations. Ça nous est arrivé d'en faire appel, mais plus pas en rétrospective qu'en prospective. Par exemple, sur un film qu'on a sorti récemment qui s'appelle Le Roi des Rois, un dessin animé qui raconte la vie de Jésus tel que Charles Dickens la raconte à son fils. On voulait vérifier que, avant de mettre les investissements qu'on avait prévu de faire, qu'il y avait une appétence pour ce film-là auprès d'un grand public, pas nécessairement croyant. Donc on a fait faire une étude très concrète par sondage auprès de gens. Marché. Exactement, une étude de marché qui a permis de déterminer qu'on avait un vrai taux d'appétence, même pour des gens qui n'avaient pas la foi. Et du coup, on a lâché ce qu'on avait à lâcher sur la promotion de ce film dans le grand public. On a fait de l'achat dans les salles de cinéma, on a fait de l'achat en télévision, etc. Donc on ne choisit pas un film uniquement par intuition ou coup de cœur, quoi. C'est bien de s'appuyer parfois, effectivement. Enfin, l'intuition compte beaucoup, mais il faut mesurer les risques. Oui. D'accord. Et ça a été payant alors pour le Roi des Rois. Est-ce que le résultat a confirmé à peu près ou... Complètement. Alors pas ça, j'ai pas fait d'enquête, mais c'est plus des témoignages. D'abord, il y a les témoignages que les spectateurs laissent sur Allociné ou ailleurs et qui permettent, parfois les gens disent, j'avais pas la foi, mais j'ai trouvé ça génial, etc. Ou au contraire, j'ai détesté. Mais et puis c'est le ressenti. Ça se repère, un chrétien, quand vous êtes dans une salle de cinéma. Il est habillé particulièrement, tout ça. Non, mais en fait, je dis ça parce que je pense à une collègue qui est allée dans le cinéma de là où elle habite et elle connaît bien les paroissiens de sa paroisse. Et en l'occurrence, c'était que des gens qui n'étaient pas des paroissiens quand elle est allée au cinéma. Donc oui, on touche un public plus large. Quand on met un film sur une plateforme, quand un film est diffusé sur Canal+, là vous touchez vraiment le grand public. On a un film qui s'appelle Nefarious, par exemple, qui est un film un peu de frayeur, mais qui est une magnifique catéchèse sur l'action du démon. Il a été pendant quelques semaines numéro 2 sur la plateforme des films les plus vus, sur la plateforme Amazon Prime. Oui. Les amateurs de ces films-là, c'était pas des piliers de sacristie. Voilà, et par exemple, Sacré-Cœur, on en est quoi, 500 000 entrées? Quand on ajoute effectivement la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, on est à 500 000 entrées. Donc là, on dépasse largement. Moi, j'avais un point mort des chrétiens à 30 000. Oui, tout à fait. Le point mort 30 000? Oui, c'est vous dire. C'est une bonne affaire. Alors. C'était une très bonne affaire. Oui, parce qu'un succès public comme Sacré-Cœur, c'est aussi un succès économique. Ça, c'est important, parce que ça va vous donner les... Et on génère avec ce film-là, tant les Gunel qui ont produit le film, tant moi comme distributeur, un fonds de soutien producteur, un fonds de soutien distributeur, ce qu'expliquait tout à l'heure Isabelle Terrel, c'est presque... ça diminue avec le nombre d'entrées, mais c'est presque 1 euro par entrée qui se constitue sous forme de cagnotte au sein du CNC et qui servira à financer les films à venir. Oui. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est une bénédiction pour nous. Alors, ça vous donne des moyens pour 2026, tout ça. Exactement. Oui. Alors oui, vous n'allez pas cramer la caisse en un an, mais... Non, bien sûr. Mais après ça suffit pas. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, nous, on voit bien qu'on n'aura jamais, en fait, la plupart de ces aides sélectives. Et on a besoin, et on fait le pari de ça, on fait le pari du marché, et donc on a besoin davantage d'investisseurs privés. On aura toujours besoin d'avoir peut-être 15 à 20% d'investissement privé sur nos films. Et donc actuellement, d'ailleurs, je suis en train de créer une forme de fonds d'investissement dédié au cinéma chrétien, qui sera adossé à Sage et qui va permettre de venir en soutien de la production de nos films. Et Isabelle Terrel, vous êtes toujours avec nous. Et une question, alors avec une réponse courte, parce que dans quelques minutes, l'émission va arriver à son terme, mais ça vous intéresse, vous, les films basés sur la foi ? Oui, oui, mais après, je dirais que c'est pour ça que moi, par rapport à ce
ce label. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'autres films aussi qui répondent à ces questions-là. Enfin, par exemple, des films comme Des hommes et des dieux ou La prière de Cédric Kahn, etc., sont des films qui ont été financés dans tout ce système-là, classique, et qui parlent et qui, pour moi, sont justement aussi des films qui parlent à la fois et qui sont faits par des gens qui ne sont pas chrétiens, ce que je trouve aussi très intéressant. Donc je trouve qu'il faut aussi montrer qu'il y a cette diversité. Donc c'est bien d'avoir ces niches, c'est bien. Et d'ailleurs, je pense que Hubert, il y avait de temps en temps aussi sur des films plus globaux, mais qui peuvent toucher justement des chrétiens, il y a aussi des distributeurs qui font appel à vous aussi pour la connaissance du secteur. Complètement. Et d'ailleurs, on sort en février un film magnifique qui s'appelle Les Dimanches, qui est un film espagnol, réalisé par une réalisatrice athée, mais qui parle de la vocation religieuse avec une justesse de ton impressionnante. Le film est distribué par le Pacte, et le Pacte fait appel à nos services pour faire connaître ce film-là auprès de ce public chrétien. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi, parce que de ne pas mettre non plus que dans une niche et de montrer la diversité, et que des cinéastes qui ne se disent pas chrétiens peuvent parler justement de choses très fortes. Et c'est important aussi de voir que, en fait, ça transcende tout ça. Voilà. Alors, sur ce segment de marché, on va dire, vous avez des concurrents ou quels sont les intervenants ? Il y a des producteurs, des distributeurs ? En France, je suis vraiment tout seul. Et de fait, les autres distributeurs, quand ils ont un film qui va aborder ces questions-là, ils viennent vers moi. Oui. En revanche, en Espagne, ils sont 4 ou 5 sur le segment. Aux États-Unis, ils sont nombreux. Aux États-Unis, ça marche très bien, je crois. Aux États-Unis, même les majors américaines, hollywoodiennes, ont quasiment toute une filiale dédiée aux films chrétiens. Lionsgate, MGM, Sony sont les leaders sur le marché. Oui. Et puis il y a des indépendants comme Angel Studio qui fait aussi un travail, qui fait partie des 10 plus gros distributeurs, qui s'est imposé dans le top 10 des distributeurs américains depuis 3 ans. Mais là, c'est un marché qui fait son chemin quand même, parce que là, il y a le succès de Sacré-Cœur, mais c'est pas la première fois qu'il y a du succès quand même. Donc, vous en avez connu un certain nombre. Exactement. Le plus grand succès, c'est... Sacré-Cœur est le plus grand de nos succès. Ensuite, c'est Vaincre ou mourir. Vaincre ou mourir, donc c'était les Chouans, c'était les guerres de Vendée. Exactement. Ensuite, on va faire sans doute 250 000 entrées sur Le Roi des Rois. Ça sera notre 3e sur le podium. Et puis ensuite, Sound of Freedom qui a fait 150 000 entrées. Oui, et puis David qui arrive. Et David va, donc là, il va falloir aller au cinéma, les amis. Vous nous entendez bien, chers auditeurs. Il faut aller au cinéma. Voilà, pour le Roi David. Parce que Sage... c'est généralement le nom de la distribution, c'est pas le plus produit ou c'est pas le plus marketing, quoi. Oui. Mais en fait, Sage commence à être un label qui a une certaine notoriété. On insiste beaucoup sur la marque, de fait, parce que contrairement aux autres distributeurs, on a une ligne éditoriale tellement, je dirais, identifiée que c'est important pour nous de capitaliser sur la marque. Très bien. Alors, je précise, j'ai trouvé que pour un billet à 10 €, vous, les distributeurs, vous touchez 80 centimes. Non, alors ça, c'est pas comment vous avez trouvé ça. Non, parce que, vous voyez, il y a une erreur. En fait, il y a à peu près 20%, grosso modo, entre les différentes taxes, taxes spéciales additionnelles, TVA, ça fait à peu près 20% du prix du billet. 2 € sur les 10. Et ensuite, on se partage à 50-50 entre le distributeur et la salle de cinéma. Après ça, si... moi, comme distributeur, une fois que j'ai recoupé je dirais mes dépenses, je vais renvoyer au producteur sous forme de royauté une partie de ce montant-là. Mais grosso modo, la recette brute distributeur, elle est à peu près en moyenne de 2,6 € par billet. Ah oui, ça m'inquiétait ces 80 centimes. Vous me rassurez. Oui. Eh bien, figurez-vous que nous arrivons déjà au terme de cette émission. Ça a passé en un clin d'œil avec vous, Hubert de Torcy. Merci infiniment pour votre présence. Merci Isabelle Terrel de nous avoir consacré du temps au téléphone, et merci à vous bien sûr, chers auditeurs, d'avoir suivi cette conversation du week-end, et merci à notre technicien qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Thibaut et qui a réalisé cette émission, et nous nous retrouverons pour une prochaine édition de Questions Écho. Ce sera le samedi 31 janvier 2026. Merci Guillaume. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard.